Hey, aujourd'hui, analyse sur une action particulièrement répandue que j'ai nommée Alphabet, soit la maison mère de Google qui est simplement la holding qui détient toutes ces sociétés. Bien que c'est une boîte avec des marques leaders mondiales dans des marchés en forte croissance et qu'elle ait une valorisation carrément faible vu sa croissance, plus énormément de petits business qui ont des chances de devenir des usines à cash, je vais néanmoins aussi te montrer quelques risques dessus. Puis n'oublions pas que cette boîte est aussi un des leaders mondiaux de l'IA. On parle énormément de Microsoft, mais n'oublions pas deux éléments. Tout d'abord, Bing ne représente que 3% du trafic, ce qui est limité pour entraîner une IA. Et de plus, il a été basé et entraîné par une configuration de machine learning venant de Google. On verra aussi selon moi les plus gros risques avec cette entreprise et je te dirai en gestion de patrimoine quelle intelligence artificielle est la meilleure entre ChatGPT et Gemini. Tout d'abord, Alphabet, c'est quoi? Alphabet, c'est le premier navigateur avec Google et Chrome, avec près de 65% du marché mondial. On a aussi Google Maps avec plus de 70% du marché mondial, étant donné qu'il est aussi propriétaire de Waze, qui est autour des 11%. Gmail est premier mondial, soit un tiers des comptes mail de la planète. Et le navigateur Google en est à plus de 90% des parts du marché mondial. C'est de là qu'il tire la majorité de ses revenus. Sa puissance globale, Google Chrome est autour des 75%. Android, qui est le système d'exploitation dominant une fois encore, à plus de 75%. Et pour finir, YouTube, qui représente plus de 65% du partage de vidéos global. Sans parler du fait que c'est le troisième mondial dans le domaine du cloud, derrière Microsoft et Amazon. Le CA de Google se segmente avec 55,7% venant des revenus publicitaires, 10% venant de YouTube et 10% du cloud. On a aussi des partenariats avec Novartis et Eli Lilly, qui sont de très grosses sociétés. D'ailleurs, Novartis est la seconde boîte suisse la plus grande. Elle représente à elle seule 12% de l'indice. Et Eli Lilly est de mémoire une des 10 plus grosses boîtes au monde, rien que ça. On a donc le cloud qui commence enfin à participer aux revenus de Google avec 3%, et la part hardware avec notamment les smartphones Pixel. Ces partenariats avec des boîtes dans le médical et la recherche ont pour but d'appliquer l'intelligence artificielle dans la recherche. Ce qui pour moi pourrait être un immense vecteur de croissance future, sachant à quel point la maison mère de Google possède les meilleurs algorithmes. J'ai été surprise de voir que les USA représentent globalement la moitié des revenus. Je m'attendais à une plus grande diversification géographique, mais vu ces monopoles récurrents, ce n'est pas problématique. Cette boîte étant leader depuis très longtemps et ayant une valorisation bien plus qu'acceptable que les autres, cette magnifique, on peut se demander si elle a une croissance des revenus réellement qualitative. Et là clairement c'est le cas avec un x12 entre 2005 et 2015 et depuis 2014 une croissance des free cash flow de 20% par an sur 10 ans, soit un x5 sur 10 ans. Même en bourse, il y en a peu qui ont eu une telle performance. Voyons un peu le reste de la profitabilité. Et là, très bon signe qu'on a vu à la fois sur SDZ, sur Nvidia et sur toutes les boîtes bien gérées, on a d'une part des free cash flow qui augmentent bien plus vite que le CA, et là, la différence est énorme, car entre 17,5 et 24,9, on a 42%, ce qui signifie que les free cash flow ont augmenté 42% plus rapidement que le CA. J'ai rarement vu une telle différence, ce qui signifie que dès qu'elle augmente son CA de 1 euro, son bénéfice augmente de 1,42 euros. Je ne suis pas certaine de faire aussi bien avec le cabinet. Bon, la dette est pratiquement inexistante, par contre on remarque un rachat d'actions de 9,56% sur seulement 5 années. Le rachat d'actions est une excellente chose, si tu veux d'ailleurs en savoir plus, je t'invite à voir cette vidéo, je te mets le lien en description. En effet, le rachat d'actions est pour moi la meilleure manière d'enrichir réellement un actionnaire. Et selon pas mal d'analystes, Apple aurait une capitalisation 50% plus faible s'il n'y avait pas eu de rachat d'actions. Elle n'aurait donc jamais touché le record de la plus grosse capitalisation boursière au monde. Et accroche-toi bien, puisque le montant du rachat d'actions en 2024 va être de 70 milliards de dollars. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien? Pour contextualiser, 70 milliards en boîte française, c'est globalement la capitalisation boursière d'AXA ou de BNP Paribas, ou même Stellantis ou Vinci. Et quand on voit qu'Apple va racheter 110 milliards de dollars de ses actions, c'est énorme. D'ailleurs, petite parenthèse politique, je suis un peu inquiète car en plus du président français, plusieurs mouvements politiques parlent de taxer les entreprises qui les rachètent. Et ce, même s'ils ne savent pas que cette idée tourne aussi dans le discours d'énormément de partisans politiques. Si on cumule la taxe sur les super profits liés à l'énergie, le fait que le gouvernement a mis la pression pour limiter la hausse des prix de Total, plus cette taxe sur les rachats, tu m'étonnes qu'elle pense à déplacer sa cotation aux USA.
Personnellement, je ne pense pas que cela va arriver. Pour moi, ce n'est qu'un coup de pression au gouvernement, mais s'il transfère la cotation, ça ne sera qu'une question de temps avant que l'entièreté de la boîte devienne américaine. Allez, on retourne sur notre cher Google. ROCE de 18,8% en moyenne sur 5 ans, ROE 29,52%, ROIC 26%, marge nette moyenne sur 5 ans 25,9%. Bref, c'est exemplaire. Sa structure financière est aussi de plus en plus saine. Même si les capitaux propres ont toujours été largement supérieurs, en 2014 le résultat net représentait déjà 4 fois la dette long terme, on est autour de 6,5 ce jour. Sans parler du fait que comme Meta, elle vient de commencer à verser un dividende. Le rendement annuel serait autour des 0,5% par an, soit 10 milliards de dollars, ce n'est qu'un début, mais je préférerais qu'on reste sur cette pondération de 7 fois plus de rachats d'actions que de dividendes. Elle aurait largement les moyens de le multiplier par 2 ou 3. Au final, ces deux cœurs de métier sont pour moi la publicité en ligne, un segment en croissance qui n'est pas près de disparaître, et en seconde position, le cloud. Elle reste troisième mondiale en devenant significativement rentable. Néanmoins, même s'il y a encore de la croissance à en tirer, elle ne sera pas explosive. Pour moi, là où elle peut être explosive, c'est clairement avec l'IA. Et comme je l'ai très souvent répété, pour moi, l'IA aura un véritable impact sur l'ensemble des boîtes du Nasdaq d'ici 2 à 3 ans. Néanmoins, pour Google, Nvidia, AMD et Qualcomm, et quelques autres moins connus, ce sont des exceptions. En effet, je pense qu'elles peuvent en tirer parti avant et de manière pérenne. Elles ont répété vouloir intégrer encore plus l'IA pour absolument toutes leurs solutions. C'est déjà le cas depuis une décennie, qu'elles soient pour les pros ou les particuliers. D'ailleurs, moi-même, j'utilise tous les services de Google, y compris ceux des pros, y compris Google Drive. Sincèrement, ils ont beau avoir repoussé le lancement de leur solution d'IA. Dès son lancement, j'ai systématiquement eu de bien meilleures réponses avec Gemini que ChatGPT. Parfois, je m'en sers pour gagner du temps et j'aime bien comparer les réponses. Sur le juridique et le fiscal, certes, même Gemini est incapable de faire le CGP, mais sur 20 questions, beaucoup ont une réponse bien meilleure et le taux d'erreur est bien plus faible. Et quand j'insiste en demandant de varier les sources, pour sa réponse, les réponses sont réellement bien plus qualitatives. Vu qu'il y a souvent des mises à jour, je reteste environ tous les mois et pour l'instant, il n'y a pas photo, Gemini gagne. Pour moi, clairement, sur l'ensemble de ces solutions, que ce soit Android, Maps, Waze, Google Drive ou même le moteur de recherche, ou du navigateur Google simplement, a un moat énorme. Et on ne parlera pas de Yahoo ou Bing. Google est incroyablement implanté au point que son nom est même devenu un mot en anglais pour l'action de rechercher. On ne se rend pas compte de l'avance qu'a Google avec les algorithmes. Pareil pour les data centers. On est le 6 juin quand j'écris cette vidéo et avant-hier la maison mère a annoncé la création de puces dédiées, les Google Action qui seront jusqu'à 60% plus économes en énergie que celles utilisées par Intel. Et qu'elle les réserverait pour ses propres data centers et que cette nouvelle génération serait jusqu'à 50% plus performante que les générations actuelles. Autre point important, Sergey Brin et Larry Page, qui sont de mémoire les fondateurs, sont toujours de solides actionnaires du groupe. C'est un élément d'ailleurs toujours à prioriser pour moi. Il faut noter aussi que les CAPEX représentent presque un tiers du CA, ce sont les dépenses pour maintenir ou améliorer des actifs corporels ou incorporels de la société. Un tiers de CA c'est énorme mais pas anormal, dans cette branche surtout, plus un grand montant en recherche et développement afin de rester dans l'innovation. On le voit d'ailleurs bien avec les nouvelles puces qu'elle vient de créer. Une comparaison avec celle d'Nvidia, vu que c'est aussi de là que vient la croissance, serait super intéressante. Néanmoins, je vais aussi te parler des différents risques souvent évoqués et je vais te dire ce que j'en pense. Qu'un acteur arrive à disrupter le marché de Google, je n'y crois peu. Et même si un acteur y arrivait, j'ai du mal à croire qu'il arriverait à supplanter le branding très fort de Google, tant elle est ancrée dans l'esprit des gens. Après, TikTok est un bon exemple d'un nouvel entrant qui a explosé. Mais quand on voit le montant de la recherche et du développement, ses CAPEX et toutes les innovations de Google, je suis plutôt sereine là-dessus. Son mode est pour moi quasiment infranchissable. Là où je trouve que le risque est plus réel est vis-à-vis des gouvernements et des lois antitrust. Un peu comme AT&T il y a 40 ans. Soyons sincères, cette entreprise a énormément de monopoles, le moteur de recherche, le navigateur Chrome, le système d'exploitation Android, YouTube, Maps et Waze, Google Photos, Google Drive. J'ai envie de me dire que son influence les protégera, mais en réalité c'est là qu'est le plus grand risque de mon point de vue. Le second risque le plus probable en ce qui me concerne, c'est les données personnelles. Pour moi c'est un peu hypocrite car tout le monde le sait et 95% des gens l'acceptent au final tant les services sont pratiques, mais il n'empêche qu'il y a régulièrement des
procès pour ça. Il y aurait aussi eu des abus comme le scandale d'Apple sur des commissions de paiement in-app ou sur le Play Store qui, je crois aussi, appartient à Google. Effectivement, si c'est le cas, c'est un immense monopole sur toutes les applis utilisées dans le monde hors Chine. Maintenant, je trouve aussi que ces risques sont bien pressés dans la valorisation de l'entreprise, car je trouve qu'un PE de 28 avec autant de monopoles, c'est franchement un peu exagéré, sachant qu'on est presque dans une boîte quality value de mon point de vue. Une boîte qui n'a que des monopoles sur un marché en pleine croissance avec l'impact de l'IA, sincèrement 28, c'est pas si haut. Et quand on voit Microsoft à 36 et Apple à 30, je trouve ça surprenant, chacun son avis, mais si on reste sur l'IA, je trouve que Google est mieux placé et de loin. Saudi Arabian est une pétrolière un peu hors catégorie et Berkshire Hathaway aussi. Il y a aussi TSMC, leader mondial dans la fabrication de puces, mais c'est dans une zone des plus tendues, une des plus tendues hormis l'Ukraine, la Russie et Palestine-Israël. Et je trouve fou que malgré ces risques, elle est un peu presque identique à Google. Certes, TSMC est leader mondial aussi, mais les risques sont pour moi très différents en termes de probabilité. Au final, comme tu le vois sur les 7 magnifiques, c'est celle qui a la plus faible valorisation, et au final, Meta qui a aussi des revenus axés sur la publicité, a un PE du même niveau. Cela reste donc intéressant. Bon, après Meta a fait x5 en moins de 2 ans. Alphabet a eu certes quelques échecs commerciaux comme les Google Glasses, mais au final, imaginons je dois choisir une boîte de la TQS pendant 15 ans et que je n'ai pas le droit de vendre, je pense que ça serait Google. Pour moi, les quality avant tout avec une once de value. Il faudra surveiller les lois antitrust néanmoins car je n'ai pas envie qu'elles perdent Android ou YouTube. Si tel était le cas, la boîte ne serait plus aussi intéressante. Il faudra aussi faire une vidéo sur ces petits projets tant elle en a qui pourraient révolutionner sa valorisation. Je pense que c'est au final ma plus grande conviction. Le jour où j'écris cette vidéo, je suis à 60% sur Nvidia depuis que j'ai annoncé ma position il y a globalement un mois. Je pense que si je vendais ou si je manquais d'autres convictions sur CTO, Alphabet serait un bon choix long terme pour avoir un risque plus faible que sur Nvidia, tout en ayant un fort potentiel de croissance et une bien meilleure valorisation. Tu trouveras le sondage en description pour la prochaine vidéo. Et petite anecdote, hier le 5 juin, j'ai vu qu'Indépendance et Expansion avaient pris une position dans Téléperformance. Mon fonds préféré a acheté l'action qui est presque un all-in de mon PEA. J'ai jamais vu un tel exemple de biais de confirmation. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie jamais que la meilleure manière d'investir, c'est ne jamais cesser d'apprendre. Et je te dis à très bientôt.